Bonjour professeur. Bonjour Sébastien, bonjour tout le monde. Vous êtes neurologue, fondateur de l'unité de recherche sur les céphalées à l'hôpital de la Citadelle de Liège, professeur honoraire à l'Université de Liège. Et nous sommes vraiment très heureux de vous retrouver pour la deuxième année consécutive et surtout de vous accueillir sur ce plateau pour ce deuxième sommet. On va d'abord faire un point sur les dernières avancées de la recherche thérapeutique. Quelles sont-elles, professeur ? Alors d'abord, c'est un grand plaisir pour moi de revenir une seconde fois. Les avancées, je les subdiviserai en trois parties. D'abord, il y a une série de molécules qui ont fait la preuve de leur efficacité, qui vont arriver sur le marché en Europe, incessamment sous peu. Dans le deuxième groupe, vous avez des molécules par contre qui sont à l'étude expérimentale chez l'animal d'abord, pour lesquelles il n'y a pas encore de données convaincantes chez l'homme, mais qui sont des perspectives intéressantes. Et troisièmement, vous avez des techniques non médicamenteuses, dont on va parler, je pense, qui ne sont pas nouvelles nécessairement toutes, mais pour lesquelles il y a des données de plus en plus nombreuses. Oui, on va rentrer dans le détail. Alors d'abord, comment agissent ces nouveaux traitements ? Alors pour le montrer, je vous propose de reprendre le schéma qui est là, qui est la métaphore de l'entonnoir. En fait, schématiquement, la migraine se caractérise par une activation de ce qu'on appelle le système trigéminovasculaire dont on a parlé tout à l'heure, qui sont les terminaisons nerveuses qui sont dans les méninges, donc à l'extérieur du cerveau, et qui provoquent la douleur et les symptômes associés à la douleur. C'est là qu'agissent les traitements de crise, soit de façon temporaire, soit de façon prolongée, comme pour les anticorps monoclonaux contre le CGRP. Le problème, c'est que ces traitements-là ne modifient pas la maladie en soi, parce que les causes profondes de la migraine sont dans le cerveau, de l'autre côté de la barrière ménagée, et vous avez une série de responsables là dont on a parlé aussi tout à l'heure. D'abord les gènes, bien sûr, qui prédisposent à la migraine, qui entraînent une hyperréactivité cérébrale et un problème de métabolisme cérébral. Puis vous avez tous les influenceurs cérébraux, comme je les appelle, qui sont les hormones, l'environnement, le stress. Et c'est là que devraient agir les traitements qui veulent modifier le décours de la maladie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur certains médicaments qui ne sont pas encore arrivés en Europe, mais qui ont déjà reçu l'agrément de la FDA, l'équivalent américain de l'Agence européenne de médicaments ? Tout à fait. Là, nous avons, ce sont des médicaments qui agissent au niveau du système trigéminovasculaire, et nous avons essentiellement deux types de molécules. Qui sont d'une part des molécules qui agissent sur un sous-type de récepteur de la sérotonine 5-HT1F, qu'on appelle les ditans, et d'autre part des molécules qui antagonisent directement le récepteur du CGRP, sur lesquels agissent aussi les anticorps monoclonaux. Vous connaissez les triptans qui sont là au-dessus. Et on a beaucoup de données récentes pour ces deux molécules-là. Je vais vous en montrer un exemple. Ici à gauche, vous avez deux études, l'une avec le Vidura qui est le rimégépan et l'autre avec l'Ubrelvy qui est le Lubrogépan. Et vous voyez que dans le traitement de la crise, vous voyez qu'après 2 heures après la prise, il y a à peu près 20% de patients qui n'ont plus mal à la tête. D'un autre côté, à droite, vous avez le lasméditan qui est un ditan. Ici, l'étude a été faite dans les crises périmenstruelles, mais elle est aussi active dans les autres crises. Et là, c'est encore un peu meilleur, 35%. Et le nombre de patients qu'il faut traiter pour avoir un effet de disparition de la crise à 2 heures est de 4, ce qui est bien, mais pas nécessairement mieux. Quels avantages ont-ils alors tous ces traitements ? Si vous regardez les effets thérapeutiques qui sont résumés sur cette diapositive, en bleu, vous avez le nombre de patients qu'il faut traiter pour avoir une disparition des céphalées à 2 heures, comparaison des triptans avec l'asméditan, le rimégépan et le lubrogépan. Vous voyez que les chiffres ne sont pas supérieurs en efficacité. À droite, vous avez la même chose pour le soulagement de la douleur. Alors, ce qui caractérise ce que sont les avantages de ces produits-là, j'en vois essentiellement 4 qui sont indiqués sur la diapositive. D'une part, les ditans et surtout les gépans ont moins d'effets secondaires que les triptans, et certains patients ne supportent pas les triptans. Les gépans et les ditans n'ont pas d'effet vasculaire, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas vasoconstricteurs. contrairement aux triptans, ce qui veut dire qu'on peut les administrer chez des patients qui ont des problématiques cardiovasculaires ou cérébrovasculaires.
Troisièmement, lorsqu'on les donne fréquemment, les gépants n'entraînent pas une aggravation, une chronicisation de la migraine, contrairement au triptan, contrairement à tous les antidouleurs. Ce n'est pas le cas vraisemblablement pour les ditans. Et finalement, puisqu'on peut les administrer de façon répétée et prolongée, ils peuvent agir, à condition qu'on les donne de façon répétée, comme traitement préventif. Et c'est ce qui est montré dans la diapositive suivante pour l'atogépan, qui va s'appeler Qulipta en Europe aussi. Vous voyez que le pourcentage de patients en traitement préventif, 60 mg par jour, qui a une réduction d'au moins 50% de la fréquence mensuelle des migraines, est considérable. 60% par rapport au placebo, c'est un gain de 31,8%, c'est-à-dire un nombre de patients à traiter pour voir cet effet de 3, ce qui est très bon, en fait, dans l'ensemble des traitements préventifs. Alors justement, vous avez encore quelques informations à nous donner sur ces traitements préventifs, des études sur le sujet ? Oui, l'autre information, c'est bien sûr que les effets secondaires ne sont pas supérieurs au placebo, en fait, dans cette étude-là. Les seuls symptômes qui peuvent être un peu plus prévalents, c'est la constipation et chez certains patients des nausées. Mais si vous comparez de nouveau, comme tout à l'heure, en bleu, le nombre de sujets à traiter pour avoir un effet d'au moins 50% pour l'atogépan et le rimégépan, vous voyez que l'atogépan, en tout cas, n'a pas à rougir vis-à-vis des autres traitements préventifs et même pas vis-à-vis des anticorps monoclonaux, avec évidemment aussi un profil efficacité sur effet secondaire qui est remarquable. Quelles sont les autres pistes prometteuses pour de nouveaux traitements médicamenteux ? Vous avez parlé notamment tout à l'heure de molécules qui n'ont pas encore fait leurs preuves en clinique. Lesquelles ? Alors, il y en a toute une série. Je reviens du congrès du Migraine Trust le week-end passé à Londres. Tous ces produits que vous voyez là, les molécules, ont été discutés. Il s'agit de transmetteurs, de récepteurs, de canaux ioniques, notamment ici, qui sont présents dans le système trigéminovasculaire, en plus du CGRP. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les canaux ioniques, etc., ni dans les récepteurs au glutamate. Je voudrais juste dire un mot du PACAP. Pourquoi le PACAP ? Parce que le PACAP a fait beaucoup parler de lui ces dernières années. En fait, c'est un polypeptide qui a initialement été découvert dans l'hypophyse et qui se trouve dans le système trigéminovasculaire, qui active une enzyme qui est l'adénylate cyclase, qui augmente l'AMP cyclique dans la cellule, un second messager, et qui peut augmenter la libération de CGRP. Alors, il y a eu une première étude, on a entendu beaucoup de cette étude-là, avec un anticorps monoclonal bloquant un des récepteurs du CAPAC. Vous voyez qu'il y en a 4 en fait. Le premier, le PAC1, et malheureusement, cette étude, comme vous le voyez sur la droite, n'est pas positive. La réponse, les répondeurs dans le groupe placebo sont légèrement supérieurs même à l'anticorps monoclonal. Donc, ceci ne veut pas dire qu'il faut abandonner cette piste-là, parce qu'il y a d'autres récepteurs qu'on peut cibler. Et en plus, il y a maintenant des firmes qui développent des anticorps monoclonaux qui sont directement dirigés contre le PACAP, comme pour le CGRP, et qui le bloquent directement. Quelles sont les perspectives pour des traitements médicamenteux qui agissent dans le système nerveux central ? Alors encore une fois, je reprends mon modèle de l'entonnoir dans le système nerveux central. Eh bien, vous avez une série de traitements qui y agissent en fait, qui sont marqués là. Je devais dire 2 mots du système de la famille des opioïdes endogènes. Il y a la neurostimulation, des traitements métaboliques et comportementaux sur lesquels on va revenir. Ce qui a été beaucoup, notamment traité au congrès dont je parle à Londres la semaine passée, c'est le système des opioïdes endogènes. Vous savez qu'on a des morphines endogènes dans notre système, dans notre cerveau et dans notre tronc cérébral qui nous permettent de ne pas avoir mal, ou d'avoir moins mal, et d'avoir un peu de plaisir en plus. Il y a toute une famille, dont des cannabinoïdes qui ressemblent au cannabis, mais aussi des opioïdes, de la morphine. Vous voyez qu'ils agissent sur des récepteurs qui sont des récepteurs au cannabis, mais aussi des récepteurs à la morphine. On connaît le métabolisme, vous voyez là en dessous qu'il y a plusieurs voies qu'on connaît de synthèse, mais aussi de dégradation. Et je voudrais juste vous montrer quelques exemples de ce qu'on sait pour le moment, parce que c'est toujours plus ou moins au début de la recherche clinique. D'abord, la première chose, c'est que cette molécule qu'on appelle le palmitoéthylanolamide, qui est difficile à prononcer, en abréviation PEA, module les récepteurs au cannabis. Il est sur le marché en France, ça s'appelle Calmux.
Est-ce qu'il a fait la preuve de son efficacité? Non. Vous voyez qu'il y a une petite étude de 25 migraineux. On considère que 50 patients sont nécessaires pour avoir un effet probant. Et c'est une étude ouverte. Il n'y a pas de placebo. Et dans la migraine, on sait que l'effet placebo peut atteindre 30 à 40 %. Et là, vous avez 40 % de répondeurs. Je pense qu'il faut absolument une étude randomisée contre placebo pour cette substance. Maintenant, il y a d'autres pistes. Notamment, je voulais le rappeler, il n'y a aucune étude prouvant que le cannabis, ou quels que soient les produits de la famille du cannabis, les cannabinoïdes, est efficace comme traitement préventif de la migraine ou comme traitement de crise. Il y a des études en cours contre placebo qui sont répertoriées sur Internet, qui ne sont pas encore terminées, dont on attend les résultats. Troisièmement, il y a un mouvement de recherche pour essayer de modifier le catabolisme, c'est-à-dire la dégradation de ces opioïdes endogènes, de certains de ces opioïdes endogènes, donc d'augmenter leur quantité dans le système nerveux central, avec des inhibiteurs pour notamment les enzymes qui dégradent les endocannabinoïdes, mais il y a aussi une étude très intéressante du laboratoire de Radouane Dallel de Clermont-Ferrand, qui vient de paraître dans Brain, et qui montre que l'inhibition de l'enzyme qui dégrade les encéphalines, qui fait partie de la famille des opioïdes, dans un modèle de migraine chez le rat, a un effet positif. Et finalement, et ça c'était fort à l'avant-plan au Congrès de Londres, c'est qu'il y a des développements en cours pour des agonistes des récepteurs delta aux opioïdes, et par contre des antagonistes des récepteurs kappa aux opioïdes. Les récepteurs kappa sont intéressants parce qu'ils agissent notamment sur la libération de prolactine, et c'est cette libération de prolactine qui pourrait jouer un rôle dans la préférence, dans le dimorphisme sexuel de la migraine qui atteint plus souvent les femmes. Qu'est-ce qu'on peut proposer aux patients en dehors des médicaments? Alors il y a toute une série de traitements non médicamenteux. Et le premier dont je voulais parler, je l'ai mentionné tout à l'heure, ce sont les traitements de neurostimulation. Il y a deux grands groupes, les neurostimulations non invasives. Les implantations d'électrodes chez les migraineux, ce n'est pas vraiment le premier choix. Il faut que ce soit non invasif, ça se fait à travers la peau en fait. Et dans ces stimulations non invasives, vous avez les stimulations qui stimulent le système périphérique. Ils ont comme point commun en fait de mécanisme d'action qu'il augmente ce système endogène de contrôle de la douleur. Ça a été montré dans plusieurs études. Donc ils n'agissent pas directement, si vous voulez, sur le cerveau. Il y a au moins 6 stimulateurs qui sont accessibles. Le premier, on a fait les études à Liège avec celui-là, s'appelle Céphalie. Il stimule le front. Il peut être utilisé pendant la crise. 26% de répondeurs de disparition de crise, 38% de patients qui répondent au traitement préventif. Mais il y a aussi un stimulateur américain qui stimule à la fois le front et la région occipitale, avec des résultats que vous voyez qui sont même légèrement supérieurs. Vous avez même un stimulateur qu'on met au niveau du bras, aussi étonnant que ça puisse paraître, mais en stimulant le bras, vous avez 37% de crises qui sont guéries après 2 heures, et on n'a pas de données dans la prévention. Et finalement, vous avez le stimulateur du nerf vague. Il y a 2 types de stimulation du nerf vague. Le nerf vague passe dans le cou ici, donc on peut le stimuler dans le cou avec le gamma-core, s'appelle l'appareil, mais on peut aussi stimuler dans l'oreille une branche du nerf vague qui est là, dans l'oreille, avec un autre stimulateur. Et encore une fois, là, on a des effets sur la crise et on a des effets de prévention. Et pour être complet, nous avons 2 stimulateurs chinois, asiatiques en tout cas. L'un qui stimule la mastoïde, pour lequel il y a une seule étude chinoise qui est publiée, qui doit être vérifiée à mon avis, et une autre stimulation électrique d'un point d'électroacupuncture au niveau de la tempe, qui a aussi un effet préventif antimigraineux. Alors vous avez dit que les techniques de neurostimulation périphérique ont un effet indirect dans la migraine en agissant sur le contrôle endogène de la douleur. Est-ce qu'il existe des appareils qui peuvent stimuler directement, cette fois-ci, le cerveau, qui est connu pour être hyperactif chez les migraineux? Tout à fait. Oui, c'est ce qu'on appelle la neurostimulation transcrânienne. Donc là, ce sont des stimulateurs, soit magnétiques à gauche, soit par courant direct ou courant alternatif à droite, qui s'appliquent à travers la peau du crâne et qui sont capables,
suivant le protocole de stimulation qu'on utilise, soit d'inhiber le cortex cérébral sous-jacent, soit de l'exciter. Et on peut comme ça exciter par exemple le cortex moteur qui est connu pour avoir un effet antalgique. On peut exciter aussi le cortex frontal, où on peut agir sur le cortex visuel qui est plus impliqué directement dans la physiopathologie migraineuse. En un mot commençant, les résultats sont probants pour la stimulation avec le stimulateur de gauche qui applique juste une seule stimulation pendant la crise de migraine avec aura, au moment de l'aura. Et là, l'étude qui a été faite contre une stimulation factice montre que c'est efficace pour prévenir la crise de migraine. Les autres traitements que vous voyez listés ici dans cette revue qui a été faite par Xavier Moisset de Clermont-Ferrand montrent des résultats, mais comme vous voyez, c'est des efficacités qui sont probables. Donc on a besoin de plus d'études et de plus d'études contre des stimulations factices notamment. Ouais, il y a d'autres chercheurs effectivement qui ont développé d'autres traitements plus inattendus. Stimulation magnétique de muscles. Oui, ben, c'est comme la stimulation magnétique qu'on met sur le crâne, mais il y a des chercheurs allemands qui ont fait des stimulations magnétiques sur les muscles trapèzes ou deltoïdes, et montrant dans une étude que ça a un effet préventif antimigraineux. On peut mettre des stimulateurs au niveau de l'oreille qui active l'oreille interne, la stimulation calorique vestibulaire, qui a un effet dans cette étude qui a été publiée il y a quelques années, et plus récemment, et on a représenté encore une fois à Londres des résultats récents avec ce traitement-là. C'est une espèce de vibromasseur qu'on met dans le nez qui fait des oscillations, qui stimule la muqueuse nasale et qui permet d'avoir un effet antimigraineux. Et les diètes, la méditation, la relaxation, la gestion du stress, quelles peuvent être leurs places pour prévenir ou traiter les migraines? Oui, ben, vous faites bien de le mentionner parce qu'ils ont une place dans le traitement antimigraineux. Et je voudrais juste symboliser par ce schéma de la métaphore de l'automobile où ces traitements peuvent intervenir. On sait que chez les migraineux, il y a un cerveau hyperactif, hyperréactif, d'une part, et d'autre part une diminution de la réserve énergétique dans les cellules cérébrales. Et donc les traitements comportementaux ont tout à fait leur place parce qu'ils ont de façon générale tendance à calmer le cerveau, à réduire le stress, à entraîner de la relaxation, surtout cérébrale, mais aussi musculaire, mais surtout cérébrale. Et puis il y a des traitements métaboliques qui peuvent agir sur la réserve énergétique. Alors pour les traitements métaboliques, on connaît depuis plusieurs années les effets préventifs qui ont été montrés dans des études contre placebo de la vitamine B2 à forte dose et du coenzyme Q10. Plus récemment, des équipes surtout italiennes ont essayé des traitements par le régime cétogène. Le régime cétogène est utilisé dans l'épilepsie réfractaire aussi. C'est très difficile à suivre. En fait, ça se résume à manger la mayonnaise sans les frites. Et donc, ce n'est pas non plus très bon pour le cholestérol. Mais chez les patients qui ont tenu le coup pendant 1 mois ou 2 mois, il y a une réduction de la fréquence des crises. Maintenant, comment est-ce qu'on peut le rendre plus facile à utiliser? C'est en utilisant des médicaments qui sont des cétones, qu'on appelle les corps cétoniques, ce que le régime cétogène provoque, d'où son nom. Il augmente les corps cétoniques dans le sang, et les corps cétoniques sont utilisés comme une source énergétique par le cerveau, à la place du glucose. Ces cétones, il y a plusieurs firmes qui essaient d'en développer. Il y a l'une ou l'autre étude qui ne sont pas tout à fait convaincantes. Il y a quelques répondeurs. Donc il semble y avoir des sous-groupes de migraineux qui réagissent à ces médicaments, qui par ailleurs sont aussi utilisés par les coureurs du Tour de France. Mais ça, c'est plutôt pour augmenter leur performance musculaire. Et ça, c'est un autre sujet. Évoquons les traitements comportementaux. Alors, les traitements comportementaux ont été étudiés depuis longtemps. Il n'y a rien de vraiment nouveau dans ces traitements-là. Donc on a surtout les traitements qu'on appelle cognitivo-comportementaux, qui comprennent la relaxation, la gestion du stress, le biofeedback, la méditation de pleine conscience, le yoga, plus quelques traitements physiques. Alors, pris seul comme traitement, mis à part chez les enfants, comme Mme Pim l'a signalé, où on commence souvent par ces traitements-là, mais chez l'adulte, pris seuls, ils sont relativement peu efficaces. Par contre, lorsqu'on les associe à un traitement médicamenteux, ils augmentent l'efficacité du traitement médicamenteux. Donc là, ils sont intéressants. Bien sûr, ils sont aussi intéressants chez les patients qui ne supportent pas les traitements médicamenteux, qui n'en veulent pas ou qui ont des effets secondaires avec ces traitements.
Alors, pour vous illustrer mon propos, voilà, vous avez à gauche une revue globale avec les traitements entre guillemets psychologiques qui a été faite il y a quelques années et qui reprend 21 études. Et vous voyez que sur 21 études, il n'y en a que 4 qui sont positives pour ce type de traitement-là, où il y a un effet de 54% de répondeurs comme traitement préventif. Par contre, il n'y avait pas d'effet globalement sur l'intensité des crises, ni d'effet sur la prise médicamenteuse de crise, ni l'effet en fait sur le handicap global. Ce qui est un peu intéressant quand même, c'est la diapositive de droite où vous voyez une étude allemande qui a comparé un traitement cognitivo-comportemental relativement complexe avec de la relaxation, mais aussi de la psychothérapie, la gestion du stress, donc un traitement qui nécessite l'intervention de plusieurs personnes, donc chronophage aussi. La comparer à un simple traitement de relaxation, comme vous voyez en pointillé, en fait, le traitement de relaxation en pointillé est même un peu plus efficace que l'autre. Donc on peut vraisemblablement se limiter à un traitement de relaxation simple, et il y a d'ailleurs des applications sur Internet qui permettent de le faire chez soi. Est-ce qu'on pourra un jour adapter le traitement en fonction du profil génétique ou du profil clinique des patients, et quels en seraient les bénéfices, professeur? Mais écoutez, c'est le saint graal de tout médecin, évidemment, c'est d'avoir un traitement personnalisé. Ouais. Dans la migraine, il y a des tentatives qui sont faites à partir des anomalies génétiques. On sait que la migraine est associée à au moins 123 sites génétiques sur les chromosomes. Et il y en a vraisemblablement plus. Donc des marqueurs. Et ces marqueurs sont liés à des gènes qui sont dans le voisinage, qu'on a identifiés. Et maintenant, on essaye de voir où ces gènes se trouvent, dans le système nerveux central, dans le noyau du dans le ganglion du trijumeau, le noyau, et on essaye de voir ce que ces gènes font exactement. Et vous voyez qu'il y a des gènes qui sont dans le cerveau, il y a des gènes qui sont dans le système nerveux périphérique, il y a des gènes qui sont dans le vaisseau. Et donc une fois qu'on sait ce qu'ils font, on peut développer plus facilement des biomarqueurs. Le problème dans la migraine, et on y a fait allusion tout à l'heure, c'est que ce n'est pas la plupart des migraines, à l'exception de la migraine hémiplégique familiale. La plupart des migraines sont polygéniques, donc vous avez un ensemble de gènes qui déterminent votre profil et votre seuil migraineux. Et donc, c'est plus compliqué dans les maladies polygéniques de personnaliser ce type de traitement que dans d'autres maladies. Et donc, en attendant, je pense qu'il faut personnaliser le traitement en centrant la gestion de la migraine sur l'individu, ce qui est résumé dans cette diapositive-là, en tenant compte de différents facteurs, l'hygiène de vie, le type de migraine, les traitements antérieurs, le profil psychosocial, les préférences du patient, les comorbidités, le climat hormonal, etc. Vous restez avec nous, professeur, on va maintenant répondre à vos questions. Et avant de prendre les questions des téléspectatrices et des téléspectateurs, eh bien, une question de Céline qui nous a rejoint. Bonjour professeur, merci beaucoup pour cette présentation. Bonjour. Vous avez évoqué beaucoup d'options, et notamment des options peut-être mixtes avec des traitements médicamenteux, non médicamenteux. Et voilà, une question que j'aimerais vous poser, c'est finalement, en tant que patient, comment aider le médecin à savoir quelle va être l'approche thérapeutique qui aura le plus de succès chez chaque patient, en fait, puisqu'on sait que chaque patient va être différent, chaque migraine peut être différente. Quelles informations doit-on lui donner pour l'aider le plus possible? Donnons plus d'informations sur votre migraine, et notamment les antécédents, le type de crise, le type de traitement que vous avez déjà eu, les facteurs déclencheurs, d'une part, et d'autre part, sur votre personnalité à vous et sur vos antécédents, les comorbidités. Est-ce que vous avez d'autres maladies? Est-ce que vous avez eu des événements stressants dans la vie, dans le passé ou dans le présent, et quelle est votre position aussi personnelle par rapport aux traitements médicamenteux vis-à-vis des traitements non médicamenteux, par exemple. Donc, je pense que tout ça, c'est l'anamnèse du médecin
qui nécessite bien sûr votre collaboration étroite, puisque c'est vous qui allez lui donner les informations. Ce n'est pas en vous examinant qu'il va pouvoir déterminer le traitement qui vous convient le mieux, mais c'est en vous interrogeant, en voyant ce que vous avez déjà essayé et en vous examinant quand même certaines choses. Par exemple, pour la pression artérielle, si vous avez une pression artérielle basse, on ne va pas vous prescrire un bêta-bloquant. Si vous êtes déprimé, si vous avez une dépression, on ne va pas vous prescrire de la flunarizine qui a tendance à vous déprimer. Si vous êtes en sous-poids, on ne va pas vous prescrire du topiramate. Donc voilà, tout ça fait partie de cet ensemble-là que j'ai essayé de résumer sur cette diapositive-là et qui vous permet, et parfois il faut tâtonner, hein, vous le connaissez d'expérience, hein, ce n'est pas du premier coup nécessairement qu'on va trouver un traitement efficace, et d'autant plus qu'on a tendance quand même à hiérarchiser les traitements, en commençant par les traitements qui ont le rapport efficacité sur effet secondaire le meilleur, pour arriver éventuellement à des traitements qui sont peut-être plus efficaces, mais qui ont aussi plus d'effets secondaires. Oui, on rappelle le chiffre donné tout à l'heure par Sabine, hein, dans la vie d'un migraineux, 5 traitements de fond et 5 traitements de crise. Une question de Fatima. Les appareils de neurostimulation sont-ils sur prescription? Peut-on les utiliser chez soi ou uniquement en centre spécialisé? Alors il y a des appareils qui sont sur le marché, le Céphalie est sur le marché, vous pouvez l'acheter sur Internet. Les autres traitements, je pense que le Relivion, vous pouvez aussi l'acheter sur Internet. Il y en a certains qui sont plus difficiles d'accès, mais même le Gamacor, vous pouvez l'acheter. Le problème, c'est que je ne connais aucun pays, sauf les assurances privées aux États-Unis, où ces appareils sont remboursés. Donc vous les payez vous-même. Et ça coûte très cher? Ça coûte aux environs de 300 €. Et même plus parfois pour certains. Donc c'est quand même une dépense qu'il faut faire. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'effet secondaire avec ces traitements-là par rapport aux médicaments. Et un des avantages, il y a des firmes, par exemple, je pense à la firme Céphalie, où vous pouvez renvoyer l'appareil après 60 jours si vous n'êtes pas satisfait et ils vous remboursent. Il y a une possibilité de remboursement. Est-ce vrai que les traitements naturels ne présentent aucun effet secondaire, en particulier les plantes? C'est Tommy qui vous pose la question. Oh, ce n'est pas vrai. Nous connaissons tous les plantes chinoises qui ont provoqué des lésions rénales il y a quelques années absolument importantes, et notamment... Donc il faut se méfier des plantes. Il faut se méfier. Par exemple, la pétacite, la grande camomille qui a été préconisée et étudiée dans la migraine, peut être hépatotoxique, donc il faut se méfier très fort de ce type. Il y a des traitements, entre guillemets, naturels qui n'ont absolument aucun effet secondaire, hein. Ça, nous sommes d'accord. La vitamine B2, même à forte dose, à 400 mg par jour, n'a aucun effet secondaire à long terme, au contraire. Le coenzyme Q10 non plus. Mais dans les herbes, en tout cas, médicinales, là, il faut quand même faire attention. Alors, dans le prolongement justement de la question précédente, Anna nous demande, y a-t-il des innovations ou des recherches en matière de traitement naturel? Oui, et ça vient surtout d'Asie. Il y a quelques études que j'ai vues passer, en tout cas, avec des produits qui sont des produits locaux, que je ne connais pas bien moi-même, je dois dire. Mais bon, ça n'est pas encore arrivé, en tout cas en Europe. Et pour le moment, par exemple au congrès de Londres, la semaine passée, je n'ai vu aucune présentation d'un nouveau produit, entre guillemets, naturel. Est-ce que les triptans représentent un risque avéré après 60 ans? Ou est-ce seulement que les études sur cette population ne sont pas assez menées? Les ditans et les GEPAN sont-ils dans ce cas une solution pour cette population, et quand seront-ils disponibles? C'est Yves qui vous pose la question. Alors, sur le plan théorique, les triptans sont vasoconstricteurs, on l'a dit, mais sont vasoconstricteurs de 10 à 15%. Notamment des artères coronaires. Mais c'est surtout le cas pour les triptans en injection, donc l'imigrant, le sumatriptan en injection. Et donc on a depuis le début mis en garde contre l'utilisation des triptans chez les patients qui ont une pathologie cardiovasculaire ou vasculaire de façon générale. En fait, les dernières études épidémiologiques qui viennent de paraître, il y en a une qui est parue la semaine passée, l'autre est apparue il y a quelques mois, où les triptans ont été utilisés par des patients qui ont des pathologies cardiovasculaires, mais il n'y a en fait aucune augmentation d'incidence d'accidents vasculaires.
Et je pense qu'en fait, en tout cas pour les triptans oraux, cette précaution a été un petit peu gonflée, un petit peu exagérée, et il semble que ce ne soit pas tout à fait vrai. Maintenant, c'est vrai qu'on n'a pas le recul pour les GEPAN, quoique aux États-Unis, il y a quand même maintenant plusieurs années qui sont à l'étude dans les essais cliniques. Mais on sait surtout que par l'expérimentation animale et même par l'expérimentation chez l'homme qu'ils ne sont pas vasoconstricteurs. Donc on ne voit pas très bien comment ils pourraient avoir un effet vasculaire. En tout cas, maintenant, est-ce qu'ils pourraient avoir d'autres effets secondaires à long terme? C'est peu probable quand on voit où ils agissent, puisqu'ils agissent finalement là où les anticorps monoclonaux agissent, où les triptans agissent, c'est-à-dire au niveau du système trigéminovasculaire, en empêchant la libération de CGRP ou en bloquant le récepteur au CGRP. Question de Pierre, comment aider les patients qui n'arrivent pas à avoir accès à un suivi médical adéquat et bienveillant? En les envoyant chez un autre médecin, c'est ça? Bienveillant. La réponse va de soi. Mais en fait, effectivement, il faut peut-être changer de médecin La France, surtout, est un pays qui est quand même pas... est un grand pays qui n'est pas couvert de façon très proche par toutes les spécialités médicales. C'est un peu plus facile en Belgique, on a une population plus dense, mais même en Belgique, il n'y a pas... Les centres qui sont vraiment spécialisés dans les migraines se comptent sur les doigts d'une main. Lorena nous demande, envisage-t-on de développer des traitements spécifiques pour la migraine avec aura? Ce type de crise est-il pris en compte dans les essais cliniques? Oui, il est pris en compte dans les essais cliniques parce que dans tous les essais cliniques, généralement, on inclut des patients qui ont aussi une migraine avec aura. Ça a été fait notamment pour les anticorps monoclonaux, et entre guillemets, dans les essais avec les anticorps monoclonaux anti-CGRP, apparemment l'aura n'est pas influencée, l'aura persiste. Et j'ai personnellement des patients qui n'ont plus mal à la tête mais qui ont toujours des auras. Ce qui est tout à fait logique puisque l'aura, comme on l'a dit, comme Mme Pim l'a montré, naît dans le cerveau. Et les anticorps monoclonaux ne pénètrent pas dans le cerveau. Ça, c'est une chose. Maintenant, il n'y a pas de données récentes ou de traitement spécifique pour les auras. Je pense que celui qui a été cité tout à l'heure, qui est un des plus efficaces, c'est la lamotrigine. Un autre qui est efficace, qui n'a pas été cité, c'est l'association de vitamine B2, éventuellement B12 aussi, avec la vitamine B9. Il y a 2 études australiennes qui montrent que c'est efficace dans la prévention de la migraine avec aura. Et il y a eu un produit il y a plusieurs années qui avait été développé qui s'appelle le tonabersat, mais qui n'a jamais été repris et qui n'a jamais été commercialisé jusqu'ici. Donc, en un mot commençant, il n'y a pas vraiment de nouveauté spécifiquement pour l'aura à ma connaissance. Allez, on va prendre 2 dernières questions. Isabella nous demande, y a-t-il des traitements spécifiques pour la migraine cataméniale? Alors la migraine cataméniale est déclenchée par la chute des œstrogènes dans le sang avant les règles ou à l'arrêt de la pilule. Donc il y a 3 traitements efficaces. La grossesse, attendre la ménopause ou prendre une pilule en continu pour supprimer les variations hormonales. Et de préférence quand même une pilule, surtout dans la migraine avec aura, mais même je dirais dans la migraine sans aura, de préférence une pilule monoprogestative qui ne contient pas d'œstrogène, parce qu'il y a quand même un petit risque augmenté de pathologie vasculaire, surtout dans la migraine avec aura. Donc, ou une pilule faiblement dosée, à doser à 20 microgrammes d'éthénylestradiol, parce que ça fait disparaître les variations hormonales, et c'est un traitement qui fait en principe disparaître les crises périmenstruelles. Une dernière question, celle de Fanny. Est-ce dangereux pour l'organisme d'absorber différents traitements tout au long de sa vie de migraineux? Ça dépend des traitements. Il y a des traitements qui sont tout à fait anodins, qui n'ont absolument aucun effet à long terme. Je pense à la vitamine B2, B9, je pense aux bêta-bloquants. Même les bêta-bloquants à long terme n'ont pas vraiment... ils ont des effets immédiats, éventuellement secondaires. À long terme, il y a bien sûr le problème qui s'est posé avec des dérivés de l'ergot qui peuvent
favoriser des fibroses pulmonaires, mais qui sont maintenant interdits pratiquement. Donc, à long terme, les problèmes avec les traitements... à long terme, il y a bien sûr le problème de l'insuffisance rénale pour les antalgiques et les anti-inflammatoires. Ça, oui, à long terme, oui, là, il faut y penser. C'est pour ça qu'il faut quand même être prudent dans la consommation d'anti-inflammatoires et d'antidouleurs. Entre parenthèses, ce n'est pas le cas avec les triptans. Les triptans n'ont pas d'effet sur les reins, ni les gépants d'ailleurs. Donc voilà, il y a certains produits à long terme qui peuvent influencer et provoquer des problèmes, mais il n'y en a pas beaucoup en fait. Céline, toute dernière question? Oui, j'ai une dernière question pour vous, professeur. Alors c'est vraiment hyper soulageant pour un patient migraineux de voir qu'il y a beaucoup d'options thérapeutiques à venir, beaucoup de recherches, et ça c'est quelque chose qu'on ne peut que souhaiter et encourager. En termes de timing, est-ce que vous pensez que voilà, les différentes options de traitement que vous avez présentées, de crise ou de fond, vont faire que nos enfants qui sont migraineux seront moins impactés au courant de leur vie, ou est-ce que vous pensez que c'est la génération encore d'après qui, pour le coup, aura une vie moins difficile à cause de la migraine? C'est une bonne question. Les gépants et les ditans ils viennent, ils vont arriver. Est-ce que c'est un progrès? On en a parlé. Je pense que c'est un progrès pour certains patients. C'est un progrès parce qu'on peut les utiliser comme traitement préventif. Les autres traitements dont j'ai parlé dans le deuxième groupe, qui sont à l'étude expérimentale, il faut savoir qu'il a fallu 25 ans pour passer de la détection du CGRP dans le système trigéminovasculaire à l'utilisation des anticorps monoclonaux contre le CGRP. Donc il faut parfois être patient. Entre nous, les gépants, ils ont été découverts avant les anticorps monoclonaux. Le problème avec les premiers gépants, c'est qu'ils étaient hépatotoxiques. Donc ils ont été abandonnés. Il a fallu attendre que les pharmacologues développent des produits non hépatotoxiques. Donc voilà, je pense qu'il y a des perspectives. Maintenant, quel est le délai avant que ça n'arrive en clinique du migraineux lambda, on va dire, c'est imprévisible, mais ça risque de durer plusieurs années. Merci beaucoup. C'est déjà ça qu'il y ait des solutions qui arrivent. Donc il faut prendre le côté positif des choses. Un dernier mot, un dernier message, professeur? Mon message, c'est celui que je donne généralement aux migraineux, c'est résister, ne vous résignez pas surtout. Vous venez d'y faire allusion, ne vous résignez pas ni sur votre maladie, parce qu'il y a des perspectives thérapeutiques, il y a des progrès énormes dans la recherche sur les causes, les mécanismes. Plus on progresse dans la connaissance des causes, plus on va progresser dans la recherche thérapeutique, forcément, d'une part, et aussi ne vous résignez pas dans votre lutte de faire reconnaître cette maladie comme une maladie invalidante et de vous faire rembourser les traitements efficaces comme dans d'autres maladies qui sont considérées plus nobles que la migraine alors qu'elles ne le sont pas nécessairement. Et on va reparler dans un instant d'ailleurs avec la présidente de la Voix des migraineux. Merci professeur de nous avoir fait l'honneur de votre présence aujourd'hui. Je sais que tous les migraineux présents et qui nous regardent, ils sont très sensibles. Merci à vous. Merci à vous. Et puis merci Céline d'avoir été avec nous. Avant d'accueillir la présidente de la Voix des migraineux, Sabine de Brémaker, pour la conclusion de ce sommet, on va écouter 2 témoignages, ceux de Myrène et Benoît. Ils nous expliquent comment, au-delà des traitements, ils ont appris à vivre avec la migraine. Reconnaître que c'est une maladie, c'était hyper fort. Je me suis sentie capable de le faire parce que je suis en lien avec une communauté de patients. Je suis pas toute seule à vivre ce que je vis, donc je n'invente rien en quelque sorte. J'ai un diagnostic qui a été posé par un neurologue. Et bien malgré tout, ça me suffisait pas pour me sentir légitime même envers les autres et même envers moi. C'est pas une maladie grave dans le sens où elle est pas mortelle, mais pour autant, elle m'invalide tout le temps en fait. Je vais prendre soin de moi, on me le dit autour de moi, en accord avec mon neurologue. J'ai fait un sevrage médicamenteux seul chez moi et j'ai réussi à gérer un sevrage comme ça toute seule. Déjà, j'ai eu l'impression de réussir quelque chose et finalement, je me suis dit, je vais continuer en fait dans cette voie-là. Peut-être qu'il faudrait une bonne fois pour toutes que je sois attentive à tout ce qui m'anime quand j'ai une migraine, de mes signaux avant-coureurs, et puis je vais essayer de gérer les choses avec progressivement de moins en moins de médicaments. Il faut avoir quand même du temps devant soi, et c'est là où mon arrêt maladie a vraiment été précieux, parce que sans ça, jamais j'aurais pu faire ce que j'ai fait là.
Ce chemin, que j'appellerais un chemin de résilience, il est long. Et je continue finalement les ajustements. Parce qu'il y a des choses que j'ai essayées qui n'ont pas fonctionné, donc j'en essaye de nouvelles. C'est vrai que quand on souffre, on aimerait avoir des solutions immédiates. L'arrêt maladie peut être douloureux à envisager, mais il est essentiel en fait. Mais il faut avoir confiance dans le fait que, en se donnant le temps, il y aura des résultats. À l'époque, je ne savais pas encore migraineux. Les migraines n'ont pas du tout impacté ni mon entraînement ni la course. Quand les migraines ont impacté les entraînements, l'effort soutenu amplifie la migraine. C'est plus difficile de se tenir aux entraînements. Ça, c'est le côté négatif de la migraine. Oui, il faut le dire, il y a des côtés positifs parfois. Un marathon, on dit que c'est une trentaine de kilomètres d'échauffement, puis finalement les 12 derniers dans la tête, c'est vraiment de course. La migraine, elle m'a permis de travailler le mental justement. J'ai un peu plus, je suis épuisé, j'ai envie de lâcher tout. Finalement, la migraine, c'est un petit peu ça aussi. J'ai mal à la tête, j'ai des nausées, je ne sais plus rien faire, je suis un vrai zombie, mais je dois continuer à vivre pour soi, pour les proches, pour tout ça. La connaissance de la maladie. Donc l'avant des migraineux m'a permis de comprendre vraiment ce qu'était la migraine, comment ça se déclenchait, comment la gérer. Je ne vais pas dire m'en débarrasser parce que malheureusement on ne s'en débarrasse pas, comment calmer les crises. Et m'a permis d'expliquer aussi à mes proches, ce qui indirectement m'aide aussi. C'est vraiment de pouvoir s'appuyer sur son entourage proche. On ne peut s'appuyer sur les gens que si on leur donne de l'information aussi. Briser le silence, parler, expliquer. Si tu repères tel et tel signal, tu sais que je vais pas bien. Beaucoup de patients sont isolés. Et en effet, ça n'aide pas à avancer et à se sentir légitime. Mes proches sont très compréhensifs, m'accompagnent. J'ai une chance pas possible qu'elle ait accepté les choses, qu'elle ait pris sur elle énormément. Ça, j'ai énormément de chance d'être très très bien soutenue. Il ne faut pas hésiter à en parler, à se faire aider. Même en parler à un proche qui ne saura rien faire. Je trouve ça super important d'être soutenu, de se sentir soutenu. Depuis, en réalité, que j'ai réussi, moi, à mettre des mots très clairs sur ma maladie et ses symptômes, j'ai éduqué finalement mon entourage, parce que je me suis enfin éduquée moi-même. Ça a généré un élan extraordinaire de soutien. Je savais que tu souffrais, mais jamais je n'avais imaginé à quel point. Aujourd'hui, je ne ressens plus aucun jugement de mes proches. Tout le monde est bienveillant, il s'adapte de manière absolument incroyable. Ça peut révéler dans notre entourage le nombre de personnes bienveillantes qu'on a autour de nous. Moi, celles qui ne le sont pas, elles disparaissent progressivement de ma vie et j'ai aucun problème avec ça. Le neurologue que j'ai rencontré, il avait une vraie conscience de ce que je vivais, de ma souffrance. Et mon médecin traitant m'a aidé en me soutenant dans mes démarches administratives pour la reconnaissance de ma pathologie. On veut tous aller dans le sens de mon bien-être à moi, la patiente. En ayant essayé des techniques non médicamenteuses, j'ai réalisé que certaines, pour moi en tout cas, commençaient à avoir un impact positif. Comment j'y suis arrivé? Changement de neurologue. J'ai été chez une neurologue qui, elle, m'a directement prescrit le fameux traitement actuel, l'anti-CGRP. Et là, je revis. Je suis passé de 15-20 migraines par mois, des douleurs qui allaient de 4-5 pour la plupart, qui montaient à 7-8, voire parfois des 9. Et je suis arrivé à 3-4 migraines par mois avec des douleurs 2-3. C'est une renaissance pour moi. C'est beaucoup, beaucoup plus facile à vivre. Effectivement, c'est formidable. J'ai eu besoin de créer un outil où j'ai en fait essayé de scanner tout mon corps, de la tête aux pieds, pour mesurer l'impact de la maladie sur moi en cas de crise, mais même hors des crises, et pouvoir pour chaque symptôme, pour chaque partie du corps, qui je pouvais mobiliser comme professionnel, comme technique non médicamenteuse, et puis après aller chercher de l'information. La migraine, elle est là, elle ne se guérit pas. Par contre, j'ai le droit quand même de m'offrir du bien-être, ou au moins moins de mal-être. Quand avant je vivais mes migraines et que je ne faisais que prendre un traitement, quand même je souffrais énormément. Et maintenant je prends parfois un traitement, parfois pas. Mais en tout cas, je mets plein d'autres choses en œuvre. Et ça me permet de vivre les migraines de manière moins spectaculaire. Là, j'ai vraiment l'impression d'apporter des petits soulagements qui, mis bout à bout, franchement, me font un bien fou. Vous n'êtes pas seul, on est très nombreux en Belgique, en France et ailleurs dans le monde entier. Maintenant, on a des groupes Facebook, il y a la Voix des migraineux, mais il y en a beaucoup d'autres, qui rassemblent beaucoup de gens qui sont migraineux, qui ont les mêmes problèmes. Dites ce que vous ressentez, parlez de vos problèmes, les gens ont des conseils, pourront vous aider, vous soutenir moralement, c'est vraiment, vraiment important. Parfois, les gens ne sont pas bienveillants comme on le souhaiterait, c'est aussi par méconnaissance. C'est à nous de libérer la parole. Un bon traitement, c'est utile aussi. Il y a une sacrée évolution au niveau médical, donc faites-vous aider médicalement aussi. Rien ne vaut un neurologue spécialisé dans la céphalée et qui pourront vraiment, vraiment vous aider et vous soulager. Surtout, ça ne sert à rien d'avoir mal, ça ne sert à rien de se laisser souffrir, tant moralement que physiquement. C'est un vrai travail et il est difficile. Je pense que plus tôt on accepte cette maladie, mieux on va se soulager certains maux, certains symptômes et mieux en parler aux autres. Donc,
mieux être entouré. Mais les migraineux, on participe de fait, vu l'invisibilité de cette maladie, on l'entretient, parce qu'en réalité, tant qu'on la reconnaît pas nous-mêmes, personne va la reconnaître. Le changement de regard des gens envers moi, il a démarré par le changement de regard que j'ai porté sur moi-même. N'hésitez donc pas à parler de la maladie autour de vous, c'est essentiel. Gardez espoir. Il y a toujours plein de choses qui bougent, qui avancent. Réunissez-vous dans des communautés de patients. C'est vrai que c'est difficile quand on souffre. Osez changer de médecin quand on ne se sent pas entendu par son médecin. D'oser apporter de l'information à votre médecin. La résilience, c'est un chemin. Moi, j'en suis là aujourd'hui, mais c'est pas arrêté. Je gravis de petites marches, les unes après les autres. Je suis en train de me faire du bien. Je ne suis plus invisible et j'ai vraiment le sentiment qu'on m'entend enfin. C'est bien d'être soutenu, c'est bien de soutenir. Donc, soutenez aussi ceux qui vous soutiennent, soutenez la Voix des migraineux, soutenez les associations. Merci Myrène et Benoît pour ces témoignages.